Ah, le mois de février où il fait si bon se lever dans un gros plaid douillet avec un drama pour te remonter le moral. Si vous suivez mes épisodes spéciaux, vous savez déjà quel drama va figurer dans mon top et est entré dans ma liste de séries chouchou. Et c'est vrai que ce drama a tout explosé et laissé très peu de place aux autres, d'où une belle liste de flops à vous partager. Bonjour, bienvenue sur Décalé. Avant de commencer, je voulais faire un point people, ce qui est rare sur la chaîne, mais on s'attache quand même forcément aux acteurs. Et malheureusement, je n'ai pas de choses joyeuses à évoquer. Cela me paraissait quand même important de mentionner ces événements parce que ça m'a touchée. Alors tout d'abord, le récent décès de l'actrice taïwanaise Barbie Su, ce 2 février à Tokyo, des suites d'une complication de grippe, mais j'ai cru comprendre qu'elle avait des problèmes de santé récurrents. Il n'empêche, 48 ans, c'est pas beaucoup. Célèbre pour ses rôles dans Meteor Garden, Mars ou Summer's Desire, abonnée au rôle de brave gentille fille courageuse que malheureusement on n'a pas vu dans un drama depuis 2010 et dont le doux visage va nous manquer. Et puis les soucis de santé de la lumineuse Rosie Zhao, dont elle peine à se remettre et ça fait vraiment quelque chose de la voir aussi diminuer puisqu'elle remarche à peine et souffre apparemment encore d'aphasie. C'est d'autant plus choquant qu'autour de la révélation de son état sont ressortis des dossiers sur les violences qu'elle a subies en tant que jeune actrice. On parle de coups et d'insultes. Alors ça me peine d'autant plus que je suis la première à régulièrement pointer le fait que le stress physique qu'on impose à tous ces acteurs a forcément un impact sur leur santé et sur leur mental et que je ne suis pas surprise que les coulisses soient aussi dégueulasses que ceux des vieux studios d'Hollywood. J'espère sincèrement qu'elle va s'en remettre, prendre soin d'elle et j'espère surtout que cet exemple va aider à une prise de conscience sur la manière dont les acteurs des séries sont quand même exploités jusqu'à la moelle. Voilà, après cette note pagaie, on va repasser à la revue du mois et bien sûr on commence avec les tops. Flourished Peony. Oui, la voilà, aucune surprise de me voir me pâmer sur cette très belle série historique chinoise période Tang à laquelle j'ai déjà consacré un épisode spécial que si vous n'avez pas vu, je vous encourage à aller voir. Et donc une série à laquelle je ne reproche rien à part l'attente de la deuxième partie. Magnifique production avec un cast aux petits oignons autour du développement personnel d'une jeune femme horticultrice et marchande qui se dépêtre au début de la série d'un mariage arrangé dont personne ne voulait et qui l'exploite jusqu'au trognon. Yang Ze est parfaite pour incarner ce petit bout de femme courageuse et intelligente qu'on applaudit dans ses triomphes car clairement elle a face à elle bien des complications et des coups du sort et elle est entourée par une troupe de copines attachantes et certaines attachantes mais surtout par un magnifique personnage de dandy débonnaire et rusé interprété par le toujours irrésistible Li Xian dans un slow burn dont vous me direz des nouvelles car il parvient à être satisfaisant sans qu'on ait pour l'instant droit à grand chose à se mettre sous la dent. En bonus, on retrouve Miles Way en vilain amoureux pathétique. Laissez-vous tenter par les soirées barbecue et les merguez parties de cette série qui vous fera passer du rire aux larmes mais qui en tout cas m'a fait vibrer tout du long sur ces presque trop courts 32 épisodes. La meilleure façon de commencer cette année 2025 en ce qui me concerne avec une barre mise très haut, ce qui explique que beaucoup de choses n'ont pas tenu le choc pour moi face à ce niveau de qualité. Shooting Stars. Du coup, le seul a été cette série coréenne où j'ai eu pour Kim Young-dae les yeux du loup de Tex Avery, même si je l'avais en effet déjà bien repéré dans No Gain No Love. Il est trop chou cet acteur et combiné avec l'actrice de Weightlifting Fairy, ça nous donne un pétillant duo d'amants corréleurs comme on les adore. Ça se passe dans une agence de célébrités où la responsable com est en bisbille permanente avec la star du cru qui est le petit ami rêvé de la nation mais a un sale caractère. Les deux se fritent depuis la fac et après qu'un quiproquo a conduit l'acteur à passer une année sabbatique à construire des puits en Afrique, il revient bien déterminé à en faire baver à la nana qu'il juge responsable de la situation. Vous vous doutez que cette haine est codée comme celle de gamins dans une cour de récré et c'est globalement adorable avec quelques moments méta sur les coulisses du métier d'acteur de série. Sinon, Yang Dae me fait beaucoup penser dans son physique et son jeu à l'acteur chinois Fang Jiuxin, un autre de mes chouchous dans la nouvelle vague, et passe avec une faculté déconcertante de gentil toutou à la bouille de bébé à la bombasse sexy au regard de braise. Une valeur sûre donc. On continue avec 30 but 17, série coréenne avec de gros moments mélo et en soi assez sympathique mais qui est beaucoup trop longue pour ce qu'elle a à raconter même si l'idée de départ est bonne et originale. Alors le truc c'est un jeune garçon brillant qui flash sur une jeune fille dans la rue et qui le jour où il a enfin l'occasion de lui parler dans le bus va recevoir un choc dont il ne se remet pas, soit le fait que la jeune fille meurt sous ses yeux dans un accident de la route juste après qu'il lui ait maladroitement
étroitement conseillé de ne pas descendre du bus. Traumatisé, il va intérioriser sa culpabilité alors qu'il n'y est pas pour grand chose. Sauf que sur un quiproquo autour du nom de la jeune fille, il ne sait pas que ce n'est pas elle qui est décédée, mais la copine. Du coup, la bichette est restée dans le coma et lorsqu'elle se réveille à ses 30 ans, c'est la consternation de découvrir qu'elle a raté toute sa jeunesse, perdu la trace de son oncle et sa tante qui l'élevaient et elle pense que tout le monde l'a abandonnée. Elle échoue dans son ancienne maison qui a été rachetée par la famille du mec, comme le hasard fait bien les choses, et est recueillie par le petit neveu qui flash sur elle et du coup, elle va se retrouver à cohabiter avec le perso masculin qui ne comprend pas pourquoi il est de plus en plus troublé par elle et pense être en train de développer un transfert psychologique. Il y a de très jolies scènes et les persos sont assez touchants, mais Dieu que c'est long et point n'était besoin de charger la mule. The Rebel Empress, mini-drama chinois sur une intrigue de reboot vengeance avec transmigration pour une impératrice transformée en barbecue le soir de son anniversaire par, pense-t-elle, son beau-frère et qui se réveille donc dans la peau de l'épouse de ce dernier, une bitch qu'accessoirement le mec déteste. Alors vous vous doutez du twist, le mari est un salopio qui couchait avec la bitch et avait fomenté l'assassinat de la reine en mettant tout sur le dos du frère qu'il déteste, et le frère est en fait malade d'amour de l'impératrice depuis qu'elle lui avait sauvé la vie alors qu'il jouait les vengeurs masqués dans une forêt de bambou. C'est donc une seconde chance pour la fille de ne cette fois pas parier sur le mauvais cheval et ma foi, ça se regarde sans déplaisir. Moon in the Day, deuxième drama coréen du mois avec Kim Young-dae et il y est très bien aussi, bizarrement encore dans un rôle d'acteur, cette fois à coquiner avec l'actrice que j'avais beaucoup aimée dans Dreaming of a Freaking Fairy Tale. Le postulat de base est intéressant puisqu'on a le fantôme vengeur d'un prince qui avait été assassiné par la femme qu'il aimait et qui depuis cherche à la retrouver dans toutes ses réincarnations afin de pouvoir apaiser son petit cœur. Après 1500 ans, v'là-t-il pas que se présente la belle occasion vu qu'il a enfin la tête qu'elle avait autrefois et qu'elle croise la route d'un acteur capricieux qui a lui aussi la tête du prince de l'époque. Comme l'acteur décède dans un accident, le fantôme prend possession de son corps et pense enfin pouvoir mettre son plan de vengeance à exécution, mais la fille est protégée par un talisman magique et le temps de comprendre pourquoi et comment, pour nous de nous manger petit à petit la timeline de l'histoire du passé, le bougre a bien le temps de retomber amoureux en admettant qu'il ait jamais cessé de l'être, n'est-ce pas? Quelques jolies scènes de bons acteurs, mais aussi beaucoup de remplissage pas forcément nécessaire. Ex-Wife Stop, mini-drama chinois sur une intrigue mariage arrangé pour un PDG psychorigide avec une bichette martyre qui fait tout son possible pour lui attendrir le cœur, qui est occupé par une bitch manipulatrice qui ne recule devant rien, mais un gros malentendu le jour où les deux se retrouvent à consommer fait que trop c'est trop picot pour Bichette qui se sauve et signe les papiers du divorce. Évidemment 5 ans plus tard, ils se recroisent alors qu'elle revient de France en mode badass business girl et évidemment elle a une adorable gamine dont on se demande bien qui pourrait être le père. Évidemment le mec a fait une fixette sur elle et fait des pieds et des mains pour la récupérer. Vous voyez le tableau, c'est vite plié, ça se regarde même si ça casse pas 3 pattes à un canard laqué. Money is Coming, mini-drama chinois qui, comme Moonlight Mystic dont je parlerai un peu plus tard, a sévèrement louché du côté des visuels de Love Between Fairy and Devil et un peu de son intrigue, et en particulier sur le look de Dongfang Chingsang. Mais oui, c'est une icône ce type. Ça s'est bien vu, je tenais à le dire, et forcément la comparaison ne sera pas à l'avantage de cette nouvelle série, j'en ai peur. Bon, on a une fille moderne qui transmigre dans un roman dans la peau de la méchante de service qui aurait dû se suicider parce qu'elle n'arrivait pas à toucher le cœur du prince héros de l'histoire. Mais du coup, avec sa nouvelle personnalité, la nana a d'autres projets qui consistent principalement à se tenir à l'écart de l'intrigue originale et accumuler un tas de pognon, d'où le titre. Accessoirement, la relation entre la nana et son papa, un général grâce auquel elle a hérité du titre de princesse, est vraiment très sympathique à suivre. Mais pas de bol pour la fille, et heureusement pour nous car sinon on n'aurait pas d'histoire, elle va croiser la route du prince héritier qui était censé être un antagoniste personnage secondaire et qui suite à un empoisonnement a des moments de crise démoniaque, et je te le donne en mille et mille, le sang de la fille a sur lui des propriétés magiques calmantes, donc il va essayer de se la récupérer et c'est parti pour le train-train pompé très librement sur Love Between Fairy and Devil, à commencer par la scène du mec enchaîné, les décos de fleurs, etc. etc. C'est à mon avis un chouïa trop long, et bien que les visuels soient pas mal, il y a des moments comiques où le budget n'est pas à la hauteur. Par exemple lorsqu'on t'explique qu'il y a une révolte populaire mais que les gardes armés peinent à contenir 12 figurants, ainsi que les problèmes de raccord, comme par exemple lorsque la nana donne au mec à croquer une sucette lapin qui se régénère magiquement le plan d'après. Bref, ça fait quand même une jolie ambiance de fantaisie en bouche-trou. The Tale of Lady Hawk, drama coréen historique avec usurpation d'identité et de classe sociale pour une histoire forcément engagée et au postulat
celui-là bien intéressant, servi par une actrice principale de qualité. On a donc une servante qui est martyrisée par sa bitch de maîtresse et qui est présentée comme travailleuse, pleine de ressources et intelligente. Accessoirement, malgré son statut d'esclave, elle sait lire et écrire. Elle essaie de mettre de côté de la thune afin que sa famille puisse s'affranchir et partir vivre au bord de la mer, mais ça va pas se passer bien et la voilà esclave en fuite après s'être rebellée contre ses maîtres qui la battaient à mort lorsque la bitch l'a tenue pour responsable de l'échec de son mariage avec un fils de famille bohème. Le hasard fait que la jeune femme croise la route d'une noble qui veut la prendre sous son aile, mais qui décède dans une attaque de brigands et tout le monde va donc la prendre pour la jeune femme, ce qui lui permet de changer de statut et accessoirement de s'intéresser aux droits. Alors la nana n'usurpe pas vraiment l'identité puisqu'elle dit tout de suite la vérité à la famille de la jeune femme décédée, mais son bon cœur, son intelligence font que la famille lui demande de vivre sous cette autre identité. Alors évidemment il y a une histoire avec un mec et accrochez-vous à votre chapeau à plumes de paon parce que c'est un peu le bordel. L'ex-fiancé de la maîtresse bitch est en effet un dandy bohème qui écrit des romans et qui a flashé sur la fille, mais malheureusement leur différence de classe lui rendait le mariage impossible. Comme il refuse d'obéir à son père et qu'en plus il n'est pas fils légitime mais issu d'une courtisane, il est déshérité et devient artiste itinérant à la recherche de la nana, pensant que cette fois c'est bon pour eux. Mais comme il retombe sur elle en tant que noble, c'est refichu. En plus, pour ajouter dans la complication, le type a un sosie dans la ville où a échoué la nana, un officier badass qui ne veut pas se marier car il est homosexuel et qui du coup fait un arrangement avec la nana pour la protéger des recherches menées contre elle en tant qu'ancienne esclave tandis qu'elle lui servira de barbe. Comme le type va disparaître parce qu'il est mouillé dans un réseau homosexuel rebelle, les deux mecs vont se retrouver à échanger leur identité. Bref, vous sentez que c'est bien la patouille alors que potentiellement on avait une excellente histoire un peu plus simple à la Martin Guerre. C'est pas un flop parce que les acteurs sont bons, mais j'ai trouvé que l'histoire était par trop alambiquée. Stolen Love, mini-drama chinois que j'ai un temps hésité à placer dans les flops parce qu'il a eu le défaut d'être lui aussi trop long et d'en rajouter point trop d'infos dans les saloperies que la nana fait au mec, car oui, pour une fois c'est la nana qui en fait baver au mec, soi-disant sous couvert de le protéger, et alors c'est vraiment pas possible à quel point sa noblesse d'âme, où elle passe son temps à nous répéter qu'elle a choisi de souffrir afin de le venger lui et sa famille, paraît d'une connerie sans nom quand c'est le mec qui se fait sans arrêt briser le cœur et va cracher du sang dans tous les coins. Donc oui, un couple qui se connaît depuis l'enfance est séparé le jour des noces quand le mec est envoyé à la guerre, et pendant qu'il est retenu en otage et maltraité pendant 7 ans, la fille entre-temps se retrouve à épouser un mec de la famille ennemie car elle a avec ce dernier un plan de vengeance, visiblement sur le long terme vu qu'ils n'ont pas fait avancer le schmilblick pendant ce temps et que bon, en plus le mec n'est peut-être pas si gentil qu'il n'y paraît. Ça s'ouvre sur le personnage principal qui revient auréolé de gloire en tant que général et qui a bien l'intention de récupérer son épouse, mais elle veut pas, et alors que le nouveau mari écoute la scène derrière la porte, il laisse entendre qu'ils ont un enfant, ce qui fout un coup au mec qui évidemment ne se doute pas que le môme pourrait être le sien vu qu'ils n'ont fait quéquette que le soir des noces. À partir de là, c'est amour-haine avec le mec qui lâche pas l'affaire et c'est beaucoup trop long comme je l'ai dit pour que tu ne te mettes pas à franchement détester la fille. Sinon la première scène t'accroche bien, l'acteur est bien, on a plein de scènes sexy, mais aussi une bien ridicule où le couple fait crac-crac dans une baignoire au milieu de flèches qui volent dans tous les coins. On a, comme je l'ai dit, du villainous crush, la bande originale est très bien même si elle recycle principalement le thème de A Lifetime Love, la préquelle de Lost You Forever. Du crack, Love in the Age of Divorce, mini-drama chinois avec un acteur fort joli mais surtout fort bondissant, j'avais presque envie de le surnommer Pampan, pas un canapé au-dessus duquel il n'est pas envie de sauter, même si l'avantage de cette caractéristique est qu'il est également au poil dans un rôle de perso chaud comme la braise et va nous donner d'excellentes scènes. Alors on est sur un plan mariage arrangé par le grand-père du mec, un adorable vieillard, mais pour X raisons vaseuses, le mec est persuadé que la nana est une saloperie intrigante et les deux ont été mariés sans se voir ni être dans la même pièce et pour des raisons légales on a du mal à y croire et depuis 3 ans le type n'a même pas eu la curiosité de voir la tronche de cette épouse qu'il déteste pourtant de toutes ses forces. Le voilà donc déterminé à divorcer alors qu'il vient d'avoir la main sur la compagnie familiale, mais il se trouve que le couple consomme au début de la série sur un plan boisson aphrodisiaque alors qu'ils se trouvaient extraordinairement dans la même soirée et ça a dû avoir un goût de revenez-y car bien qu'ils prennent la fille dans un premier temps pour une escort girl, ce qui donne d'ailleurs des scènes assez marrantes au début dans les malentendus, il est sans cesse troublé par elle alors qu'elle le harcèle pour l'embaucher sur le projet décoration de sa ville. Alors attention, si c'est dans la catégorie crack, il y a une raison. Bien que les scènes sexy du couple soient très addictives, c'est pas Dieu possible d'être aussi con. D'une part pour le mec à ne pas s'être posé la question de savoir à quoi ressemble son épouse ni en
enquêter sur elle. Il y a quand même un moment où il a la licence de mariage dans les mains, il est sur le point de la regarder, mais non, il prend même pas 30 secondes pour le faire, enfin c'est à baffer. Et quand même, vu qu'il est présenté comme une personnalité méfiante psychorigide, on comprend pas pourquoi il s'est pas renseigné sur la fille. Et d'autre part, pour la nana, à ne pas dissiper le malentendu d'identité quand les deux s'amourachent. C'est juste complètement con, même si on t'en met une couche sur oh là là, mais m'aimera-t-il encore s'il sait qui je suis? Sérieusement, mademoiselle, si tu te poses cette question, que fais-tu avec lui? Ne l'accuse pas d'être avec toi que pour le cul, car m'est avis que c'est un peu pour les mêmes raisons que tu t'es amouraché de lui à la vitesse grand V et que tu restes dans cette relation complètement abracadabrantesque. Et puis on en rajoute avec des bitches à droite à gauche, du bébé fausse couche ou pas fausse couche, et surtout des situations où tu te demandes pourquoi ça ne se termine pas au poste de police. Ta belle-mère organise un avortement clandestin et t'appelle pas les flics à la sortie. C'est possible ça? Sans oublier la scène dans un plateau de chantier complètement vide où le mec surgit de nulle part, boum badaboum, pour protéger la fille, alors que normalement tu l'aurais vu venir à 15 mètres. Bon, on n'est pas là pour la crédibilité, hein, clairement, on est juste là pour les scènes sexy. Les flops. Je ne sais pas si c'est ma plus longue liste jusqu'à présent, mais comme le caleçon de Lycienne dans Go-Go Squid, et ben c'est bien garni. The Blossoming Love. Arrêtez de caster Vin Jang en gentil, nom de nom. Son meilleur rôle jusqu'à présent est quand même celui de Chin Chi-hwan, donc ne lui proposez que ce genre de rôle, et surtout vérifiez que face à lui, il n'y a que des flancs, parce que sinon c'est plié. Cet acteur aux sourcils magnifiques par ailleurs se fait systématiquement voler la vedette quand déboule un autre perso secondaire masculin. Et ben ce sera aussi le cas dans ce drama de fantasy chinois qui n'est pas sans qualité mais qui pourtant m'a rapidement barbé. Les qualités principales sont une belle bande originale, une actrice pleine de peps et de malice qui ma foi joue très bien son rôle, et en perso secondaire, et ben Wang Duo, le Gongzi de Bloody Romance qu'il faut absolument caster en rôle principal, parce que même avec un rôle où on lui donne pas grand chose et on lui demande d'avoir zéro expression, et ben je n'avais Dieu que pour lui. Ça ne démarrait pas si mal pourtant pour Vin Jang dans une histoire où kidnappé par une secte de démons, il est libéré et aidé par la chouchoute du clan à qui il a tapé dans l'œil et qu'il ramène avec lui, bien qu'il reste méfiant et à juste titre parce qu'il se comporte comme une vierge effarouchée à qui on interdit d'avoir des sentiments et parce qu'elle est possiblement en mission d'infiltration par le leader de la secte. Alors le truc c'est qu'ils ont du bagage parce qu'ils sont des réincarnations ou plus précisément des espèces de morceaux d'autres personnages qui ont eu une histoire d'amour malheureuse car gros malentendu et qu'on est dans un plan lutte contre le destin et la volonté des dieux. Mais bon voilà, je m'en suis rapidement balèque de tout ça, même si c'était pas vilain à regarder. Je constate que le perso de Wang Duo et sa relation avec la fille était ce qu'il y avait de plus intéressant. Et puis c'est tout. Moonlight Mystique. Autre drama de fantasy chinois qui a lui aussi louché du côté du look de Love Between Fairy and Devil. Malgré la présence de la jolie Bailu dans des robes de princesse et les efforts de Ai Zhuopeng, que j'aime bien par ailleurs, pour nous camper un roi des démons dans la veine de Dongfang Xingsang, ce truc est à l'image de ses décors et sa bande originale, c'est too much. Ils en font trop et j'ai vraiment très rapidement décroché. Une nana cherche à devenir immortelle depuis le soir où un dieu sur fond violet lui est apparu pour sauver de la mort sa petite sœur et elle devient le centre d'intérêt de tout un chacun quand il apparaît qu'elle a des capacités particulières qui semblent l'allier avec une ancienne divinité de la lune. Et on va en effet se bouffer un ancien arc de dieu sur des décors d'île avec un arbre au milieu qui évoque encore une fois le monde intérieur de Dongfang Xingsang, mais passons. Pour moi l'histoire est un vrai bordel et à part Ai Zhuopeng, j'ai trouvé tout ce petit monde très décevant, que ce soit Sa Ding qui fait des caméos au début et à la fin et dont la chanson titre est un massacre alors que Dieu sait si je l'adore d'habitude, et puis Bailu qui n'a pas une grande palette d'émotions dans ce drama et pas beaucoup de personnalité, donc même si on n'a pas une fin dégueulasse à la Till the End of the Moon, bien que ça se termine sur un gros Deus Ex Machina, son perso n'est guère plus attachant ou nuancé que celui de Lee Soo-soo pour être honnête. Apparemment l'histoire est censée se greffer sur Ancient Love Poetry, mais je ne vois pas très bien comment ni par quel bout, et cet autre drama était à mon sens bien plus réussi. May Your Heart Be Like Mine. Mini drama chinois avec double arnaque d'identité puisqu'un assassin prend la place d'un jeune maître dont il se trouve être le sosie le jour du mariage et que la mariée a laissé sa place à une assassine, les deux étant là pour tenter de mettre la main sur un document secret. Alors le mec n'a évidemment pas du tout la même personnalité que le jeune maître qui était un sale con et avait promis le mariage à une pouffe, et on est en mode comédie sur un couple d'adversaires dans leur vraie identité qui vont évidemment tomber amoureux sous la fausse. Dans le principe, pourquoi pas, mais j'ai pas vraiment accroché plus que ça. Guardians of the Dafang. Cette série chinoise a cartonné, mais c'est vraiment pas du tout mon genre d'histoire, même si j'ai eu beaucoup de plaisir à voir Wang Reddy en pleine forme et avec sa vraie voix. Et je pense que ce garçon a un réel talent en comédie. Moi je l'aime bien, mon Didi, et cela transparaît bien.
Le point méta amusant du début est lorsque le perso, un employé du monde moderne, se fait recadrer par un autre pour son accent trop marqué et pas assez chic. Une critique à laquelle l'acteur a dû souvent faire face dans la vraie vie. Le mec se retrouve plongé dans un univers ancien pendant un jeu de team building et on est vraiment dans une ambiance un peu faux-folle et décalée, bourrée d'anachronismes, en mode joyeuse bande de compagnons et aventure. Typiquement le genre de truc que j'évite, mais j'ai forcément jeté un œil par curiosité, parce que Didi était au programme, soyons honnêtes. Je n'ai pas accroché, mais si la série a marché, c'est qu'elle doit avoir des qualités, je dirais principalement sa prod et ses acteurs qui sont globalement bons et sympathiques. Sachez que ça se termine par un gros cliffhanger en eau de boudin, mais avec la visite surprise de l'acteur Peter Ho, face auquel Didi jouait les faux eunuques dans la série Unchained Love, que j'avais personnellement beaucoup aimé. Je suis contente d'avoir regardé la série en diagonale pour cette surprise de dernière minute. Always My General. Oh là là, rien ne va et zéro crédibilité dans cette série chinoise sur le fait qu'on puisse légitimement penser que Re Xuanlin soit un mec. Du coup, on a du mal à croire que les persos qui l'entourent puissent être intelligents, que ce soit le méchant qui a capturé ces hommes et va la manipuler pour lui faire croire qu'elle doit se venger du prince qui les a trahis, ou le prince en question qui apparemment n'avait jamais vu baleine sous gravier alors qu'ils étaient frères d'armes jurés. Évidemment, le mec est bien perturbé de retrouver sous les traits d'une servante qu'il soupçonne d'avoir tué un ministre le sosie de son potos général, et ça aurait pu donner du bon, mais non. Le duo principal était beaucoup plus crédible dans le drama ère républicaine Passionate Love. She Rides the Wind. Le Dai Gaojiang du mois, on a envie de le dire, pour ce mini-drama chinois contemporain, intrigue reboot et vengeance pour une nénette qui est tuée par son mari et sa maîtresse et qui en se réveillant quelques années plus tôt prévoit de leur mettre la misère, mais trouve surtout sur son chemin un rival de business avec son propre arc de vengeance avec qui il y aurait moyen puisqu'il a le physique de notre seigneur des abdos. Bon c'est pas terrible. Everlasting Longing. Je n'attendais pas plus que ça ce drama historique avec Angela Baby parce que j'aime pas Angela Baby et cette série ne m'a pas réconciliée avec elle. On n'y croit pas dès le début, que ce soit entre le doublage, le fait qu'elle ne soit pas du tout crédible en mec, comme d'habitude, et malgré le fond marchand et peuple du désert, non j'achète pas. Ça s'appelle Un désir éternel mais le couple est rapidement en couple au fait, donc je sais pas d'où sort le titre. Donc tu as la fille d'une famille de marchands qui se travestit en mec parce qu'elle a pas le droit d'être une femme marchande et qui se retrouve attaquée par des brigands et embarquée par une escouade du royaume voisin avec un mec nat et fouet qui fait d'elle sa servante. Oui ça pourrait, mais non ça l'a pas fait. Bloom in the Shadows. Mini-drama format vertical, je sais pas comment, je me suis retrouvée là-dedans, mais c'est d'un cheap à vous taper la tête contre les murs et rien ne t'est épargné dans le côté télénovela improbable. Une nana se retrouve droguée, livrée à un homme d'affaires également drogué, et comme elle sent la réglisse et que ça lui rappelle une jeune fille qui lui avait sauvé les miches, le mec, qui n'a pas l'habitude de bouger sur tout ce qui saute sur la fille qui bouge pas des masses et s'accouche sans que personne se rappelle trop de rien. Pourquoi ce plan d'aphrodisiaque? Parce qu'une bitch va avoir l'argument d'être en cloque pour se faire épouser du mec, mais elle est stérile, donc elle drogue la nana, lui vole sa fille le jour de sa naissance en lui disant que le bébé est mort-né, et en effet, épouse le mec qui ne la touchera pas plus, mais adore la gosse. Des années plus tard, Bichette revient pour se venger et découvre que sa môme est vivante, et comme malgré un changement physique que j'ai pas vu, elle sent toujours le haribo, le mec veut à nouveau lui sauter dessus et les souvenirs reviennent. Bon, entre la nana qui se traîne par terre en laissant des traînées de sang et le moment où le type est en train de fantasmer sur la fille alors qu'elle se fait agresser sexuellement, c'est juste trop pour moi. On est dans un des cercles de l'enfer des dramas. Rise from the Ashes. Encore un plan reboot et vengeance dans ce mini-drama chinois où une fille d'une famille qui fait des feux d'artifice a été brûlée, comme c'est poétique, par son mari et une bitch et qui dans sa seconde chance tombe sur un mec qui va l'aider dans sa vengeance en se faisant passer pour son oncle, et comme ces deux-là développent rapidement un intérêt l'un pour l'autre qui n'est pas très filial, c'était pas la meilleure idée. J'ai beaucoup zappé. Princess Across Time. Mini-drama chinois où une nana du monde moderne tombe dans une piscine et un monde alternatif ancien alors qu'elle est en train d'enquêter sur les circonstances du meurtre d'une actrice dont elle est fan et qui du coup se retrouve dans la peau d'une princesse à la sinistre réputation. Comme elle se met à faire des enquêtes aussi dans ce monde ancien, elle va piquer l'intérêt de son époux, prince héritier, qui normalement ne la calcule pas et se doute immédiatement, et en ça il est quand même vachement moins neuneux que la moyenne, qu'il y a eu remplacement. L'actrice
l'actrice est très très choupie, mais ça ne m'a vraiment pas intéressée et la fin est ratée à mon avis. Les Ningyi d'or. Meilleur acteur. Bien évidemment, Lee Sien, qui n'en est pas à sa première apparition dans les Ningyi d'or, et m'est avis que ce ne sera pas non plus la dernière. Je l'adore, voilà, il a des yeux d'une intelligence et d'une filouterie. Je compte sur lui pour nous faire chavirer le cœur avec des scènes de baisers exceptionnelles et des déclarations dans la saison 2. Mais on va évidemment laisser une petite place à côté Corée à Kim Young-dae, qui le vaut bien et dont c'est la deuxième mention dans le mois drama. Il est chou ce garçon et il joue très bien. Meilleure actrice. Là aussi, une grande habituée du mois drama, ma copine Yang Ze, j'ose le dire dans son meilleur rôle, mais j'ai des chances de le redire dans de futures productions tellement cette jeune femme est talentueuse et enfin dans des rôles où elle peut faire montre de ses talents sans pour autant passer par la case quiche insupportable. Meilleur acteur dans un second rôle. Miles Way m'a épaté dans Flourish Peony, dans son perso complexe et torturé de The Shoe, et j'étais tellement heureuse de le voir enfin dans ce registre qui est très loin de ses compositions habituelles, mais qui à mon avis devait impérativement figurer dans sa palette. Je ne m'étais pas trompée, il y est très bien, je fonde de grands espoirs pour lui aussi sur la saison 2. Mais vous ne pensiez pas que j'allais pour autant oublier Wang Duo, qui a fait tomber la mâchoire de plus d'une au moment où il fait son entrée glam rock en dieu dans Blossoming Love. Il est très bien cet acteur, j'en suis convaincue depuis Bloody Romance, et encore une fois, on veut le voir en premier rôle. Meilleure actrice dans un second rôle, Jang Hye-chin, qui est une de mes petites chouchoutes depuis longtemps, c'est une excellente actrice dans tous les registres, bien que trop peu exploitée. Elle figurait ce mois-ci en second rôle dans Blossoming Love, mais c'est surtout dans Flourished Peony qu'elle vaut le détour en princesse manipulatrice et jalouse, qui à mon avis va nous faire encore quelques sales crasses dans la saison 2. Meilleure musique, j'ai bien sûr apprécié les thèmes de Flourished Peony, même si ça ne s'est pas fait immédiatement, que ce soit pour le thème principal ou celui du couple, mais évidemment, vu leur association avec des scènes extra, ça fonctionne très très bien. La meilleure musique du mois est pourtant pour moi celle de Blossoming Love avec le magnifique Blazing, chanté par Wang Ling, une petite merveille de douceur et de poésie qui donnait une sacrée dimension aux scènes de la série. Meilleure scène, à glagla en ce moment, donc pour vous faire monter votre température et pas avec une grippe, je vous propose de retrouver tout de suite la séquence culte des torse-poils de décalé où malheureusement je serai en peine de vous placer Lee Sien, mais j'ai bon espoir pour la saison 2, on y croit, on fait un groupe de prière parce que ça nous manque. En attendant, nouveauté pour ce mois drama, mais tant qu'à faire Pokémon attraper les tous, c'est parce qu'il n'y a pas que les garçons qui auraient droit à leur calendrier à effeuiller. Voici notre premier monsieur février qui sera Kim Young-dae, qui entre Moon in the Day et Shooting Stars ouvre le bal avec beaucoup de glamour. Ça tombe bien que ce soit du coup le premier à vos captures d'écran afin de commencer votre collecte pour vous constituer votre calendrier de l'année. Mais aussi Blossoming Love, Money is Coming, Always My General, She Rides the Wind avec évidemment Daegon Jang qui doit remplir son contrat d'abdos de service, The Rebel Impress, Stolen Love, The Tale of Lady Hawk, et May Your Heart Be Like Mine. Pour les meilleures scènes, je vais citer les moments de vierge effarouchée de Vin Jang dans Blossoming Love et la révélation en dieu de Wang Duo. Juste pour cette scène, ça vaut de voir la série. Le très joli bisou sur fond de feu de Bengale dans Guardians of the Dafang. Les scènes chaudes patates de Love in the Edge of Divorce. Dans Shooting Stars, la scène hilarante où Kim Young-dae veut prouver qu'il n'est pas eunuque. On était là pour ça, hein. D'autant que ça va après un moment où la nana va rêver de cette scène. Alors, je vous mets les deux parce
que c'est irrésistible, ainsi que la déclaration toute timide du mec qui se termine en fiasco quand la fille s'enfuit en hurlant. Alors dur mon pauvre petit Kim Young-dae. Et puis dans Mood in the Day, la scène du bassin. Dans Stolen Love, la scène putaclic du début, un baiser dans les flammes ainsi que le moment où le mec essaie de détoxifier Bichette. Évidemment le top, c'est Flourish Peony où je ne compte plus mes scènes préférées, mais je vais essayer quand même de vous faire un choix. Donc on a les moments vilainous crush de Miles entre la tentative de viol et la rencontre avec Pont et Masque, la scène de barbecue porno de la main où Changyang effleure les lèvres de Mudan et où elle vient de tomber amoureuse de lui, fort visiblement, la balade dans la nuit après avoir bu un coup de trop, et puis la scène de vaudeville quand les deux mecs viennent lui proposer la noce sous le regard narquois de notre héros, mais aussi avec le plus grand intérêt des gardes du corps du héros et de l'héroïne. Car oui, on pleure, mais on rit beaucoup. Le top, je le garde sur la scène de mariage, parce que voilà, à part qu'il nous manque un baiser et une consommation, cette scène était d'une beauté, c'était juste magnifique, appuyé en plus en contrepoint par le mariage en parallèle du couple antagoniste, donc c'était parfait narrativement. Et bien encore un dans la boîte, merci d'avoir suivi cet épisode, je vais guetter en commentaire vos playlists, merci encore à celles qui font l'effort de me les partager, ça me fait énormément plaisir d'échanger avec vous à ce sujet. Pensez à liker et à partager, bienvenue aux nouvelles abonnées et en attendant le mois prochain, bon binge watch.